Et nous retournons en Israël. En Israël, nous retrouvons comme chaque semaine Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et également à l'ONU. Bonjour Yehuda Lankri. Bonjour Eva Soto. Merci d'être avec nous comme chaque dimanche matin. Alors avec vous également peut-être une réaction puisque vous avez été ambassadeur d'Israël à l'ONU. Selon un comité spécial de l'ONU, les méthodes employées par Israël à Gaza correspondent, je cite, aux caractéristiques d'un génocide. Je pense que l'ONU ne peut pas, dans ce cas de figure, se substituer à la Cour internationale de justice qui avait évoqué, lorsque l'Afrique du Sud avait déposé sa plainte, une quelconque plausibilité de génocide, mais remarquant qu'il n'y avait pas d'intention pour un acte génocidaire, elle a conclu que ça n'était pas un génocide. Donc, il ne faudrait pas être dans ce cas de figure plus royaliste que le roi. Et les Nations Unies, qui sont toujours habituées des débordements de ce type, n'hésitent pas évidemment à mettre Israël au pilori, comme d'habitude. Yehuda Lankri, mettre Israël au pilori comme d'habitude, dites-vous, depuis que la Cour internationale de justice a émis cet avis, on entend en France également, partout dans le monde, Israël qualifié d'État génocidaire. C'est aussi une insulte antisémite que reçoivent les Juifs et pas seulement qu'en France. C'est effectivement une expression virulente d'antisémitisme. En surface, c'est de l'antisionisme, c'est de l'anti-Israël, mais en profondeur, c'est de l'antisémitisme. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la haine du juif, et étant donné qu'Israël est un État juif, il se veut comme tel, même si on a une minorité arabe importante qui bénéficie de tous les droits civiques, ce qui montre bien que nous ne sommes pas des génocidaires. S'il y a un génocidaire, c'est bien le Hamas qu'on oublie d'évoquer avec le 7 octobre et les atrocités qu'on a vécues. Donc, pour les politiciens, évidemment, balancer des termes comme ça, un État génocidaire ou une action génocidaire, ça équivaut à peu près à presque rien. Ils n'ont aucune responsabilité dans ce qu'ils disent, malheureusement. Donc, il faut les condamner. Je pense que les condamnations fusent aussi du côté français. De temps en temps, je regarde des interventions de nos intellectuels en France et d'autres d'ailleurs qui ne sont même pas des juifs, qui sont des Français chrétiens, et qui condamnent ces déclarations tout à fait injustifiées à l'encontre d'Israël. Yehuda Lankri, quand on est diplomate, on cherche à régler les problèmes. Le diplomate, c'est un peu l'anti-Twitter et l'anti-réseau social. Ce hiatus qu'il y a entre la volonté du Hamas, le 7 octobre, de commettre ce qu'il a commis, les coups de fil qu'on a entendus de terroristes qui appelaient leurs parents pour leur dire qu'ils étaient contents d'avoir tué les Juifs, et ce qui est reproché aujourd'hui à Israël sans intention, comme l'a dit la Cour internationale de justice. Comment vous expliquez cette forme d'invisibilisation sur les actes commis par le Hamas le 7 octobre avec intention de les commettre, et ceux qui sont commis par Israël depuis dans le cadre d'une guerre? Bien, comme on vient de l'expliquer, c'est de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme, c'est exactement la même formule. Le Hamas a joint l'intention préméditée depuis bien longtemps, qui existe dans sa charte, la destruction de l'État d'Israël, à l'acte féroce du 7 octobre. Israël n'avait pas d'intention à l'encontre de la population gazaouie. Nous avons bien éliminé, d'après nos statistiques, quelques 18 000 ou 19 000 terroristes. Pour le reste, ce sont des civils qui, pour la plupart, dans la majorité des cas, Israël n'est peut-être pas exempt de toute responsabilité, ont servi de bouclier humain au Hamas. C'est sa manière de faire la guerre, d'entreprendre la guerre contre Israël. Il a bourré ses institutions, les institutions civiles, les hôpitaux, les écoles, les maternelles, et j'en passe, d'armements, de tunnels. Donc vous voyez bien qu'il faut vraiment fermer les yeux sur une réalité sordide
est impensable pour n'accuser qu'Israël des dégâts de cette guerre. Nous regrettons évidemment les morts de civils, des innocents, des enfants. Mais s'il y a un responsable à saisir, c'est le Hamas d'abord, et peut-être le Hamas en exclusivité. Yehuda Lancry, pour en revenir à l'actualité, il est question d'un cessez-le-feu au Liban. Amos Hochstein, l'envoyé spécial américain, est attendu à nouveau sur place. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce type de négociation alors que le pouvoir est en transition aux États-Unis ? Il reste encore quand même quelques semaines à Joe Biden, auquel il faut exprimer notre immense reconnaissance pour l'immense contribution à Israël. C'est vraiment le dernier des Mohicans, des occupants de la Maison-Blanche, qui peut être considéré comme un sioniste. Ce n'est pas le cas de Donald Trump, d'après vous ? Non, Donald Trump a été très positif pour Israël dans son premier mandat, mais Joe Biden le fait d'une autre manière. Je pense que l'épreuve que nous avons connue depuis le 7 octobre a permis à Joe Biden d'exprimer son immense attachement à Israël, même si la relation avec Netanyahou a été une relation perturbée jusqu'à maintenant. Mais il reste encore pas mal de temps pour essayer de mettre au point un accord. La base étant là, la résolution 1701 des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qui pourrait permettre aux différents acteurs, le gouvernement libanais, le Hezbollah de se replier par-delà de l'Italie. Mais derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Donc, négocier avec le gouvernement libanais, est-ce que ça sert à quelque chose ? L'Iran a au moins déclaré publiquement ces derniers temps qu'il respecterait toute résolution prise par le gouvernement libanais. On peut faire confiance à l'Iran ? Pas totalement, mais dans une certaine mesure, oui. Finalement, en 2006, nous avons pu quand même conclure un cessez-le-feu, l'arrêt de la guerre avec le Liban et derrière lui le Hezbollah. Ça n'a pas tenu, donc il faut en tirer les enseignements et améliorer cette résolution 1701 par des pas et des mesures pratiques. Liban, Gaza, vous dites pour le Liban, ça n'a pas tenu, pour Gaza non plus. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que ça pourrait tenir ? Mais d'abord, il faudrait plus de visibilité de la part du gouvernement israélien. Il faudrait que le gouvernement israélien nous indique comment conçoit-il le jour d'après à Gaza. Il ne peut pas s'inventer. Sans le fait que le gouvernement israélien conçoive le jour d'après à Gaza, ça veut dire que ce ne peut pas être la fin de la guerre ? C'est nécessaire pour savoir où on va aboutir. Il faudrait évidemment faire en sorte que le Hamas ne soit plus là en tant qu'entité gouvernante à Gaza. C'est un impératif absolu qu'il nous faudra, dans tous les cas de figure, faire respecter. Mais, ayant dit ça, il nous faudra aussi indiquer quel serait le successeur du Hamas, soit une autorité palestinienne rénovée avec d'autres personnalités, d'autres figures. Et il en existe. Je pourrais en citer quelques-uns, mais on n'a pas peut-être le temps de le faire. Mais on prendra le temps la prochaine fois, bien sûr, avec vous, Yehuda Lancry, puisqu'on vous retrouve chaque semaine sur Radio J en direct, ancien ambassadeur notamment d'Israël à l'ONU. Merci beaucoup.